Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Premier arrêt ce soir, les institutions européennes. Comment ça marche l'Europe quand on soulève le capot? Comment fonctionne le moteur des institutions européennes? C'est l'objet d'une grande enquête du dessinateur français Coco Pello. Le résultat de cette enquête, ça s'appelle La Tour de Babel. C'est publié aux éditions d'Argo et on en parle dans un instant. Ensuite, on aura deux propositions musicales à partager avec vous. Peter Vandenberg, il est pianiste, il est membre du Flat Earth Society Orchestra qui sort son 19e album, si je ne me trompe pas. On en parlera avec lui et puis on sera ensuite avec le guitariste William Karks du groupe Kids of the Elephant pour terminer notre plateau central. Juste après, un rendez-vous avec la slameuse Joy dans le micro ouvert. C'est Connaissez-vous et nous sommes partis. Bonjour Coco Pello. Bonjour. Si on doit vous demander de définir votre métier, comment est-ce que vous répondez ? Je suis auteur de bande dessinée, donc je fais de la bande dessinée embarquée. L'idée d'être auteur de bande dessinée embarquée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec un journaliste, on est le journaliste soi-même et on se met dans des situations un peu pas possibles pour découvrir différents mondes, à la fois de la politique, je sais pas, de la science ou d'autres choses comme ça. Voilà. Vous avez depuis toujours décidé de faire des choses autour de la politique ou c'est quelque chose de récent ? Non, c'est quelque chose qui date d'à peu près 3-4 ans. Avant, je suis parti sur des études de cinéma et j'ai travaillé dans une société de restauration de films anciens. Donc en fait, ça n'avait rien à voir ni avec la politique, ni avec la bande dessinée. Et après, c'est la politique qui est venue à moi. J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu à travers des campagnes présidentielles en France, parce que je suis de Paris. Et petit à petit, j'ai tissé le fil en poussant certaines portes. Et en fait, ça m'a permis de découvrir un autre monde qu'on ne soupçonne pas du tout. Et j'ai décidé de faire pas mal d'albums là-dessus. Alors on va vous proposer de vous asseoir. Vous allez pouvoir prendre la place à gauche sur la banquette. Très bien. À gauche, ici, voilà, là, la banquette. Juste à côté de votre livre. Vous pouvez le prendre, votre livre, dans les mains ? Il est là. Vous en êtes fier, vous en êtes heureux. Comment ça se passe l'accouchement d'une bande dessinée ? C'est long, hein, c'est long et difficile l'accouchement d'une bande dessinée parce que cette bande dessinée, elle m'a pris 18 mois quand même. Donc c'est 18 mois où je suis parti à la fois découvrir les institutions européennes, à Strasbourg, à Bruxelles et dans d'autres pays européens. Je suis parti à Berlin, à Varsovie, à Tirana, à Stockholm pour faire un état des lieux de ce qu'est notre Europe aujourd'hui. Et alors, vous n'avez pas toujours fait de la bande dessinée ? Au début, c'était le cinéma. Vous avez été monteur, c'est ça ? J'étais spécifiquement éditeur de DVD et de Blu-ray, donc un métier en perdition aujourd'hui, malheureusement, où j'étais dans une société de restauration de films anciens qui s'appelle Lobster Film, et où l'idée c'était de remettre en forme des films du siècle dernier, donc de 1895, les débuts du cinéma, jusqu'aux années 50 à peu près. Ça veut dire quoi, éditeur ? Ça veut dire on repère les films, on les transforme, on s'assure juste de leur mise à la disposition du public via le catalogue ? Ouais, en fait, si vous voulez, dans cette société, il y avait plusieurs corps de métier. Alors, il y en avait un qui consistait à lister les différentes bobines et les différents états de bobines à travers les cinémathèques du monde entier. Ensuite, on reprenait les meilleures bobines. Une personne s'occupait de scanner, une autre personne s'occupait de restaurer l'image, presque image par image. C'était un vrai métier de fourmi. Ensuite, il y avait une personne qui faisait de la restauration sonore quand, à partir de 1927, il y avait des films sonores. Et puis, à partir de ce moment-là, on avait le matériel filmique qui était en place, il fallait le valoriser. Et moi, je m'occupais de la mise en place des éditions DVD et un peu d'éditions de livres vers la fin de mon parcours. Ouais. Et vous avez même écrit un ouvrage, un livre sur le non-sens au cinéma. Je vous pose ces questions pour savoir, Coco Pello, s'il y a un rapport entre le cinéma, l'écriture cinématographique, le découpage, le scénario et ce que vous faites en bande dessinée. Ça vous a inspiré, ça vous a servi ou pas du tout ? Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu naturel, je pense que ça m'a énormément servi. Il y a mon éditrice qui est au Seuil qui m'a dit écoute, dans ton découpage, on retrouve vraiment quelque chose du cinéma des premiers temps. Et en fait, je m'en étais pas aperçu, mais c'est vrai qu'au niveau de la temporalité des gags, etc., je pense que j'ai accumulé cette culture cinématographique-là. Et inconsciemment, en fait, je mets en scène des gags, des petites choses qui permettent de donner un rythme à mes bandes dessinées. Et ce rythme-là vient peut-être du cinéma des premiers temps qui est enfoui quelque
quelque part dans mon cerveau. Ouais. Mais le scénario du premier temps était muet. Votre bande dessinée, elle n'est pas du tout muette. On en voit quelques planches là pour l'instant à l'écran. Alors on va peut-être préciser ce qu'est ce projet, la Tour de Babel. Vous l'avez en partie écrit et dessiné à Bruxelles, ce projet. Hein. Vous êtes français, mais vous êtes venu à Bruxelles et vous avez voyagé un petit peu dans toute l'Europe. Qui décide de faire une bande dessinée sur le fonctionnement de l'Union européenne? C'est Coco Pello ou c'est son éditeur? C'est d'abord Coco Pello. En fait, moi j'ai la chance d'avoir eu des albums politiques qui ont assez bien fonctionné en France. Et donc je peux proposer un peu tous les projets que je veux. En tout cas, pour l'instant, j'ai le choix du roi. Donc je touche du bois là-dessus. Vous êtes bankable. Ouais, en quelque sorte. Enfin. Pour l'instant, je me plains pas, ça va. Et du coup, durant une précédente aventure, en fait, on a tenté le pari fou avec 6 auteurs de bande dessinée de suivre la campagne présidentielle française. On était chacun à suivre 1 ou 2 candidats à la campagne présidentielle. Ouais, ça s'appelait Carnet de campagne. Il y avait notamment Mathieu Sapin, qu'on a reçu dans cette émission, qui participait à ce projet. Donc c'était vraiment le récit d'une campagne électorale en bande dessinée. Ça a été un énorme succès. Hein. Exactement. Et durant cette campagne électorale, il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas échappé. Il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée. À ce moment-là, moi, je recevais des alertes sur mon téléphone où je me disais, mais enfin, là, on est au bord d'une 3e guerre mondiale. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui s'appelle l'Union européenne. On en entend parler lors du Covid, on en entend parler pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour le défi migratoire, etc. Mais en fait, personne ne sait ce que c'est. Et on dit toujours, il y a un diktat de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que Bruxelles, en fait ? Qui sont ces gens derrière ce nom-là et qui est vraiment la machine bruxelloise qu'on dit technocratique et froide. Voilà. Alors elle l'est, technocratique et froide ou pas? Oh, il y a quand même un cœur qui bat derrière ces institutions-là. Je pense qu'à Bruxelles, vous êtes bien placé pour le savoir. Je pense que beaucoup de gens ont peut-être des gens qui sont dans les institutions, etc. Parfois, il y a beaucoup de technocratie. Parfois, il y a quand même beaucoup de sentiments humains et puis d'intérêt pour essayer de faire évoluer les choses. Et moi, c'est ce que j'ai mis dans cette bande dessinée. Ne pas faire un récit en fait en partant en étant eurosceptique ou eurobéat, mais vraiment faire un entre-deux et faire un état des lieux de ce qu'est notre Europe aujourd'hui. Parce que c'est vrai que durant ce voyage, je suis parti, oui, à Bruxelles, à Strasbourg, mais aussi à Varsovie, à Berlin, à Stockholm, à Tirana, à Athènes, à Kiev. Et sur place, je me rendais compte que personne ne comprenait ce fonctionnement de l'Union européenne. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème. Il y a un intérêt de faire cette bande dessinée, allons-y, on va rendre les choses simples et accessibles et on va voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous diriez que c'est un projet didactique ou pédagogique? Il y a quelque chose de cet ordre-là? Ouais, il y a un petit peu de pédagogie. En fait, moi, j'hésite pas à ajouter des petits textes pour expliquer les choses et pour vraiment rendre ce récit accessible. Mais c'est aussi, en fait, un récit de voyage. Et je vous l'avais dit, j'ai énormément voyagé durant 18 mois d'enquête, quand même. Donc, c'est vraiment un travail au long cours. Et c'est vrai que souvent, en plus, moi, en tant que jeune, c'est vrai que j'ai ce sentiment parfois que l'actualité est toujours bouleversée par énormément de choses. On a du mal à suivre, encore plus avec la politique en France en ce moment. C'est un petit peu le bazar. Et donc, j'aime bien prendre un petit pas de côté avec la bande dessinée, faire un travail sur le temps long et regarder vraiment ce qui se passe avec un autre œil, en fait, un autre regard. Ouais, vous avez dit le mot bazar, hein, le sous-titre de la Tour de Babel, c'est Voyage au cœur du grand bazar européen. C'est écrit à la première personne, c'est-à-dire que si vous étiez un auteur de roman, ce serait le je. Quand on est un auteur de bande dessinée, ça veut dire qu'on se dessine soi-même et un petit peu vos états d'âme ou un petit peu aussi votre manière de vous moquer gentiment des uns des autres. Quand vous allez en Suède, à Stockholm, vous moquez un petit peu des Suédois. Quand vous êtes à l'intérieur des institutions européennes, vous vous moquez un petit peu aussi du fonctionnement de la délégation française autour d'Emmanuel Macron, par exemple. Il y a une sorte de distance entre vous et le sujet. Est-ce que c'est ça aussi un petit peu l'héritage de votre travail sur le non-sens ? Ouais, c'est peut-être un petit peu ça. Faudrait vraiment réfléchir à ça, mais pourquoi pas. Moi j'aime bien en fait me mettre en scène dans mes bandes dessinées parce que c'est vrai que dans un récit journalistique, bon, le journaliste qui parle, il donne des faits exacts et puis bon, il essaye de chercher une sorte de vérité comme ça. Et moi j'aime bien dire au lecteur, bah voilà, j'ai pas pu avoir accès à tout, j'ai poussé le maximum de portes. Vous avez eu accès à beaucoup de choses quand même, Coco Pello. J'ai eu accès à beaucoup de choses, c'est vrai. Faut expliquer. Donc vous êtes entré dans les bâtiments de la
Commission européenne, vous avez vu le fonctionnement des directions générales, hein, ces administrations très puissantes au sein de la Commission. Vous avez assisté au COREPER, hein, donc c'est le Conseil des représentants permanents de l'Union européenne. Il y a peu de gens qui voient ce genre de réunion. Vous avez assisté à des réunions au sommet du Conseil. C'est votre grande force, ça. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà réussi dans un premier projet que vous aviez fait qui s'appelait pas les Bourbons. C'était le fonctionnement de l'Assemblée nationale en France. Vous avez l'art de vous faire oublier, de rester dans un coin et puis de pouvoir recueillir des moments un petit peu volés. Ouais, c'est vraiment ça mon métier, c'est que j'arrive dans des cercles un petit peu d'importance politique, et puis en fait j'arrive avec un carnet et un crayon, et l'homme ou la femme politique que je suis généralement ne fait plus attention à moi à un moment. Je reste vraiment sur le long cours, une journée, 2 journées, voire plus, et au bout d'un moment il redevient lui-même, c'est plus le temps de l'interview. Moi je me suis fait discret dans un coin, je joue vraiment le rôle de la plante verte, et au moment où il est un peu plus naturel, tac, là je saisis certaines scènes à la volée, et en fait ça permet vraiment de montrer ce qu'est la politique en fait en ce moment, quoi. Voilà. Ouais. Donc moi j'aime bien me laisser oublier quand même. Ouais, quand vous étiez avec Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, Emmanuel Macron, avec qui vous avez passé un petit peu de temps pour cet ouvrage, ils vous ont vraiment oublié ou ils étaient toujours dans une communication un peu contrôlée? Roberta Metsola, j'étais toujours encadré avec un attaché de presse quand même, de communication, donc il regardait un petit peu ce que je faisais. Par contre, l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette confiance où moi-même, à chaque fois, je suis surpris. En fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on me donne des accès incroyables. Mais je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, j'ai pas fait d'études de sciences politiques, etc. J'arrive comme naïf, je dis voilà, je veux juste faire une bande dessinée sur l'Europe, et on me dit ok, on t'ouvre les portes de négociations de haut vol. Je me mets dans un canapé, dans un coin, et puis là, je note un petit peu tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que certaines scènes dans la bande dessinée, je sais pas, vous avez la conseillère de Macron qui se vante d'avoir des loups-boutins ou des choses comme ça. Il n'y a eu aucune relecture derrière, sinon ils auraient supprimé ces scènes-là. Mais moi, j'aime bien justement tout mettre et avoir vraiment ce truc où je me laisse oublier. Et en fait, des mois plus tard, je vais sortir la bande dessinée. Parfois, mes interlocuteurs sont surpris. Ils me disent « Ah, pourquoi t'as mis ça? Ah là là, peut-être que je vais avoir des problèmes là-dessus, etc. » Mais moi, je me dis « Bon, bah, il avait qu'à pas m'inviter, quoi, en gros. » Ouais. Personne n'a vu vos dessins, ils n'ont pas demandé à voir vos dessins. C'est pas de la caricature non plus. Vous n'êtes pas du tout dans le dessin de presse caricatural, c'est vraiment un récit qui vous intéresse, vous. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le récit au long cours, c'est expliquer ce qui se passe sur le terrain, et donc je suis pas dans une satire politique qui se rapprocherait vraiment du dessin de presse où il faut dénoncer quelque chose. Je suis là vraiment pour montrer ce qui se passe sur le terrain, de faire un état des lieux, à la fois des bons côtés, à la fois des mauvais côtés, et vraiment informer le citoyen sur ce qui se passe. Ouais, je remonte un petit peu en arrière dans votre carrière, Cocopello. Au tout début, ça n'a pas été édité sous forme de bande dessinée, mais vous aviez un petit peu infiltré les partis politiques, vous étiez fait passer pour un militant, et puis vous avez publié ça à droite à gauche. Ce serait encore possible aujourd'hui ou Cocopello est trop connu? En France, c'est un petit peu compliqué parce que grâce à mes albums, ou malheureusement, à défaut de ces albums en quelque sorte, je commence à être un peu connu dans la sphère politique. Les gens commencent à me reconnaître parfois, et c'est vrai que quand j'ai suivi la campagne durant l'écriture de carnet de campagne, parfois dans le parti de droite que je suivais à ce moment-là, on me reconnaissait, on me disait « Ah oui, je vous connais, vous êtes Cocopello, etc. etc. » Donc c'était plus difficile pour moi de me fondre dans la masse. C'est pour ça que cet exercice après au niveau européen était très bien pour moi, parce qu'en Europe, à part les Français, quasiment personne ne me connaissait. Donc je pouvais à nouveau jouer le rôle de la plante verte. Voilà, et donc l'espion de l'intérieur avec son petit carnet et son crayon. Vous dessinez sur le vif ou c'est de mémoire? Alors il y a un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai toujours un petit carnet qui rentre vraiment dans une poche qui est moins qu'un format A5, où j'ai mon crayon, où je prends énormément de notes sur tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, comment les gens se disent bonjour, etc. Tout ça, les impressions aussi que j'ai eues qui sont hyper importantes. Une personne qui est très grande. Ça parle beaucoup de nourriture. Hein. Et ça parle beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger, les sandwichs, le brownie, qu'est-ce qu'on aura après la réunion? Ça obsède un peu la sphère européenne, ça, j'ai l'impression. Ouais, alors ça obsède l'aspect européen, mais aussi surtout français. C'est une bande dessinée écrite par un Français. Nous, on aime bien manger. Donc, en tant que Français, c'est vrai que j'aimais bien me rendre dans les différentes institutions, les différents pays et goûter les spécialités locales, bien sûr. Donc, ça s'appelle la Tour de Babel. C'est une plongée à l'intérieur de la décision européenne, le Conseil, le Parlement, la Commission, les directions générales, le COREPER, les représentations à l'étranger. Vous comprendrez tout, le trilogue. Vous comprendrez tout ce
qu'il faut comprendre. Ceux qui passent le concours pour entrer à la commission, c'est une BD qu'on doit évidemment ne pas rater. Elle est sponsorisée pour réviser l'examen. J'ai une dernière question pour vous, Coco Pello. Donc d'abord, signaler que c'est une coédition d'Argo Le Seuil, parce que vous êtes à mi-chemin entre la bande dessinée et l'essai politique. Donc il y a les deux éditeurs qui se rejoignent là-dessus. On est dans un moment très particulier en France, avec une campagne express. Vous allez la suivre, vous allez dessiner là-dessus, ou ça va trop vite cette fois-ci? Ça va un peu vite, on n'a pas prévu de faire des choses dessus. Par contre, c'est vrai qu'on se mobilise aussi en tant qu'artiste, auteur, pour défendre nos droits face à cette montée des nationalismes. Et on n'hésite pas à franchement aller avec nos crayons, défendre aussi une certaine liberté de l'état de droit, de liberté de la presse, etc., qui est gravement menacée en France aujourd'hui. On va parler de musique maintenant, Coco Pello, si vous voulez bien. Prenez à votre gauche, sous votre bande dessinée, il y a un album. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez sur la pochette et essayer d'imaginer ce que vous pourriez entendre si vous mettiez le vinyle sur une platine? Et The Previous One, ça s'appelle de Peter Vermeersch, j'espère que je prononce bien, et je ne sais pas du tout, Flat Earth Society Orchestra. Alors est-ce qu'il a un orchestre derrière, est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu funk ou autre? Vous pouvez me laisser découvrir ça. On va essayer de vous apporter des réponses avec Peter Vandenberg. Peter Vandenberg, est-ce qu'on peut vous proposer de vous asseoir en face de Coco Pello? Comme ça, vous aurez un dialogue plus facile. Il a parlé de funk. Est-ce qu'il est sur la bonne piste ou pas trop? Oui et non. Hein. Ouais. En fait, la musique s'est inspirée sur tout ce qui est possible comme inspiration. Et alors, le funk fait partie de ça, en fait. Mais c'est plutôt un groupe, disons, jazz, inspiré jazz. Mais en même temps, il y a plein d'influences. Il y a un peu de groove quand même. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on appelle ça, le morceau titre, le The One, c'est inspiré sur Bootsy Collins, qui est le bassiste de funk de James Brown et tout ça. Et là, j'ai utilisé plusieurs samples de sa voix aussi, qui parlent de son concept The One. Et alors oui, ça c'est funk à plein en fait. Voilà, donc il n'est pas complètement à côté de la plaque, non, Coco Pello. On peut lui donner un bon point. Est-ce que vous vous présentez, Peter Vandenberg? Vous êtes pianiste? Oui, je suis pianiste dans ce groupe et un des deux compositeurs. Alors c'est Peter Vermeersch qui a créé le Flat Earth Society en 99, alors ça fait 25 ans. Et moi je suis l'autre compositeur, on est deux compositeurs à faire la musique de ce groupe. Et ça c'est notre dernier album en fait, qui s'appelle The One, comme tu as vu. Je suis. Et alors, graphiquement, il y a moyen de tourner. Et oui, voilà, c'est encore The One. Oui, je cherchais le sens de lecture au début. Ça. Je me suis demandé, je me suis dit, attends, et après j'ai vu The Previous One, là, je me suis dit, bon, alors ça doit être ça. Et le lien multicouche, alors plusieurs layers, plusieurs couches dans tout ça, dans la musique et aussi. Avec inspiration de jazz, de qui, par curiosité? Parce que j'ai mon père qui adore le jazz, qui m'a éduqué à la culture jazz de Duke Ellington. Oui, voilà. Déjà ça, Duke Ellington, c'est une grande inspiration pour nous, parce que c'est un big band en fait. Flat Earth Society, on est 15 musiciens. Ouais. Et alors, forcément, on arrive sur plein d'autres big bands. Et le big band, c'est vraiment Duke Ellington à fond. Mais c'est pas du jazz classique, Peter Vandenberg. Non, pas du tout. C'est toutes des compositions originales, ou bien Peter Vermeersch, ou bien moi. Et on s'inspire fort sur tout ce qui est jazz, mais aussi sur la musique classique, sur le funk, le techno, la variété, musique de cirque, tout ce qui est moyen de faire, en fait, musique de cinéma. Alors le plus simple peut-être, c'est qu'on écoute un premier extrait. C'est une captation en concert, et puis on en reparle juste après. Ok. We've heard a lot about the one.
demander peut-être à Coco Pello ce qu'il a ressenti en écoutant, en découvrant cette musique. Les émotions chez vous, ça déclenche quoi? Bon, on a envie de bouger, de faire la fête. Je pense que justement en cette période d'élection en France, je vais écouter ta musique pour me redonner un petit peu de morale. Mais ça m'a fait penser un petit peu justement aux musiques qu'on pouvait retrouver parfois très entraînantes dans le cinéma des premiers temps. Tu disais musique de cirque notamment, et c'est vrai qu'il y a un petit peu quelque chose là-dedans où on mélangeait musique de cirque, jazz et autres influences. Donc là, c'est un peu plus rythmé qu'à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, et en fait, j'avais l'impression on aurait très bien pu avoir Chaplin devant qui fait ses conneries et qui fait ses blagues et tout ça. Voilà. Il y a un côté un peu ludique, un peu farceur chez vous, Peter Vandenberg, dans cette musique. Mais c'est toujours présent dans tout ce qu'on fait, c'est tout à fait cette idée ludique. Pour nous, c'est très important, en fait, le jeu, parce que la musique, c'est entre autres un jeu. Ouais. Et que ça reste quelque chose de ludique et de pas trop sérieux, en fait. Mais en même temps, en étant sérieux quand même. C'est très sérieux, on prend ça très sérieux, mais on veut que ça bouge et que ça soit un jeu, que ça soit joyeux. Tout ce qu'on fait. Notamment dans les titres des morceaux, il y a quand même beaucoup d'humour. On parlait de non-sens tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous raccrocher un petit peu à ça ou pas? Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. C'est très important, le non-sens, pour justement relativiser les choses. Ça fait partie de l'humour, et de pouvoir relativiser tout ce qui se passe, le non-sens, c'est très important, en fait. Coco Pello, quand vous travaillez, vous écoutez de la musique ou pas? Tout le temps. Non, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de musique, et c'est vrai que le soir, je suis assez branché jazz. C'est pour ça que je citais Duke Ellington, où je me mets un petit peu dans ma bulle quand tout le monde dort. Mon chien est à côté, je l'entends ronfler légèrement, et puis là, à ce moment-là, je me mets sur mes planches et je me dis c'est bon, je suis coupé du monde. L'actualité politique, elle est plus là, etc. Et c'est bon, je suis un peu dans ma bulle et je prends du recul sur tout ce qui s'est passé durant la journée. Donc, ouais. Peter Vandenberg, ça fait donc quand même 25 ans que le Flat Earth Society existe. Si j'ai bien compté, c'est 19 albums. C'est quand même énorme, c'est 15 musiciens. Comment on fait pour maintenir une aventure comme ça aussi longue? Surtout que vous naviguez d'un style à l'autre, donc on vous raccroche au jazz. Mais alors ça pourrait être un peu le Art Ensemble of Chicago, ce côté un peu free jazz par moment. Il y a des moments c'est très rock. Vous avez enregistré aussi avec David Bowie dans le projet Bogamasta. Vous touchez un petit peu à tout. Comment est-ce qu'on tient sur la durée avec une troupe de 15 musiciens? Est-ce que ça a beaucoup changé? Et comment est-ce qu'on garde le même public, ou est-ce qu'on change de public sur l'espace de 25 ans? Oui, alors, il y a cette histoire, notamment, j'aimerais dire que ça soit comme ça, avec Duke Ellington, qui, à un moment donné, qui est interviewé par le BBC, et on lui demande la même chose, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour tenir un groupe si longtemps? Et puis, sa réponse, c'était, j'ai un petit secret, je leur donne de l'argent. Mais chez nous, c'est pas comme ça. C'est pas qu'on a beaucoup d'argent à distribuer. Tu vas pas nous donner de l'argent à la fin de l'émission. Non, c'est que le Flat Earth, c'est devenu un genre de famille, en fait. On est un groupe de musiciens. Entre-temps, il y a eu pas mal de changements dans les musiciens, parce qu'il y en a qui font d'autres choix, qui ont d'autres priorités, et puis ça se rajeunit, ce qui est bien aussi. Il y a des plus jeunes qui arrivent, pas que les vieux. Mais il y a une forte cohésion dans l'esprit de la musique, dans l'expression, dans comment on agit sur scène, comment on fait la musique. Et c'est ça qui nous tient ensemble, en fait. Alors, je vous propose qu'on voit un deuxième extrait du Flat Earth Society en concert.
Alors, Peter Van den Berg, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors là, le morceau s'appelle Miss Man's Mist. Et c'est un morceau de Peter Vermeersch. Vous pouvez le traduire, Miss Man's Mist, en français? Alors, il y a cette idée, il y a eu un film à l'époque, Gorillas in the Mist, sur des singes. Alors là, chez nous, la tubiste, la fille qui joue le tuba, c'est Berlinde de Mann. Alors, Miss Man, de Mann, Mist. Alors, et en fait, plus loin dans le morceau, il y a une improvisation entre elle au tuba et moi. Et alors, moi, j'utilise des sons de singes. Et on improvise comme ça, et c'est elle qui joue le tuba et qui fait... Je suis content d'avoir posé cette question, parce que sinon, je n'avais pas l'explication. Ok, alors là, c'est sur les singes, en fait. Voilà, Cocopello, cette musique-là, est-ce que vous iriez les voir en concert, le Flat Earth Society Orchestra, qui est quand même la société de la Terre plate, hein? Si vous jouez à Paris à un moment, aussi je suis de retour à Bruxelles, envoyez-moi des cartons d'invitation, je prendrai une place. Ça, c'est sûr. Non, bien sûr, je suis assez friand de ces musiques-là, et en fait, c'est vraiment joyeux, très envoûtant. On a envie juste de se poser, d'écouter, et moi, je trouve ça très, très bien. Alors, on va déjà vous donner une date, c'est le 7 juillet, mais il faut venir à Bruxelles. Ce sera dans le cadre du festival Brossella qu'on pourra revoir le Flat Earth Society Orchestra. Petit détail, Peter Van den Berg, ce sera avec le chanteur guitariste David Bowie. Hein, c'est dans le cadre d'un projet que vous avez fait avec lui qui s'appelait Bogamasta. Hein. Bogamasta, oui, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs directions en fait dans votre travail. Donc ça, c'est un petit peu plus rock, il y a un peu plus de guitare électrique. Oui, c'est plus rock, oui, plus festival en fait. Mais c'est parce qu'on a tellement envie de faire de la musique et qu'on n'aime pas se limiter à un style. On est omnivore et multi-style, je ne sais pas comment dire. Mais... Est-ce que vous diriez qu'il y a un esprit avant-gardiste, un esprit punk chez vous ou pas? Oui, inévitablement, oui. Il y a toujours ça en fait. Ouais. Vous avez détourné des grandes chansons de Disney, par exemple, à votre sauce. C'était rigolo à faire? Pardon? C'est rigolo de faire des choses de ce genre-là? C'est amusant? Ah oui, bien sûr, c'est chouette. Oui. On peut détourner du Disney, Cocopello, c'est pas un sacrilège? Oh non, je pense que justement, il faut expérimenter toujours et ça peut même remettre au goût du jour certains films. Par exemple, je sais que dans les films anciens, donc ceux qui sont muets, qui n'ont pas la parole, on se permettait parfois de mettre des musiques électroniques dessus. Oui. Et ça fonctionnait super bien. Oui. Voilà. Donc même un film des années 30 peut être, on peut y avoir de la musique électronique dessus, on peut avoir de la funk, on peut avoir d'autres choses et d'autres inspirations. Et en fait, ça remet au goût du jour le film et c'est même encore mieux pour moi. Voilà. Ça s'appelle The One, c'est donc le nouvel album, 19e si j'ai bien compté, du Flat Earth Society Orchestra. Peter Van den Berg, c'est un groupe plutôt néerlandophone, mais je pense qu'il y a un ou deux francophones, Pauline Leblond, je pense notamment c'est une francophone. On parle dans quelle langue quand on travaille au Flat Earth Society? Le flamand d'Ouest. Le flamand de l'Ouest, c'est pas la même chose que... Je savais pas qu'il y avait une différence. Ah, là il faut briefer Cocopello. Non, c'est une blague. En fait, une partie du groupe est flamand d'Ouest, alors il y a un fort patois, dialecte, qui n'est pas toujours compréhensible pour les autres, mais forcément les autres l'apprennent. D'accord. Et comme Peter Vermeersch est de Waregem d'origine, moi je suis d'Ostende, et alors plusieurs. Mais on parle tout ce qu'il faut pour s'exprimer, alors c'est le flamand, le français, l'anglais, peu importe en fait. Je pose cette question, Cocopello, parce que la question des langues, elle apparaît aussi dans votre bande dessinée. Alors tout est traduit en français, pour le lecteur français. On imagine que en bande dessinée, c'est comme le cinéma, les Français n'aiment pas les sous-titres. Mais vous vous êtes amusé avec la typographie. Ouais, ça a été un vrai problème. Comment rendre visuellement sans son les accents, les langues, sachant que dans l'Union européenne, on croise 24 langues différentes quand même. Donc c'est ça au début où j'arrive dans l'atrium du Conseil européen, j'entends parler 24 langues, je me dis ça va être un sacré bazar. Et j'ai même été dans une cabine d'une interprète pour savoir comment ils faisaient pour se mettre d'accord avec des langues différentes. Et j'utilise comme dans les albums d'Astérix, parce que j'ai repris ces albums-là qu'il y avait chez mon père, et où il y a des graphies différentes. Donc quand il y a un grec qui s'exprime,
écrits, bon, bah voilà, c'est en certains caractères. Quand c'est en allemand, c'est en gothique, etc. Oui, etc. voilà, oui. Ouais, alors le flamand de l'Ouest, vous avez une idée du caractère? Je sais pas du tout. Je vais pas me fâcher avec les flamands de l'Ouest. Mais... Je te donne un masterclass après. Ouais, ça marche. On fait ça après l'émission. Alors on va accueillir un troisième invité, si vous voulez bien. Pochette suivante, Coco Pello, à votre gauche, est-ce que vous pouvez la prendre et est-ce que vous pouvez, de nouveau, me dire ce à quoi ça vous fait penser, le titre, la mise en image, le look, vous iriez vers quel genre? Oh bah, Kids Elephant, As a Friend, bon, peut-être quelque chose, côté funk assez énergique. C'est marrant, façon boys band, donc j'imagine qu'il doit y avoir un chanteur parmi ceux-là, peut-être. Oui, à mon avis, c'est... Celui-là, là? Oui, c'est lui. Tu vises celui-là? Oui, ça ne peut être que lui. En fait. Je ne suis pas sûr qu'il va être d'accord avec l'appellation boys band, mais on va accueillir William Ils Clark. sont tous beaux, hein, alors, Bah oui, forcément. enfin... William Clark, membre de Kids of the Elephant, boys band, vous acceptez l'appellation ou c'est pas vraiment le genre? Oui, bien sûr, boys band, good enough. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter, William? Vous êtes guitariste, vous, hein? Ouais. Donc moi c'est William de Klerk, aka William Clarks. Je suis guitariste et chanteur et fondateur du groupe Kids of the Elephant. Ensemble avec mes trois musiciens, donc on a Jeremy Murphy au bass et backing vocals, Simon Kogels au synth, percussion et backing vocals et Adrien Pierson à la batterie. Et on fait du funk pop. Ok. Et voilà, on aime bien faire danser les gens. C'est bien. Bruxellois ou de plus loin? Oui, non, on est un band bruxellois, ouais. Assez récemment, sont venus sur la scène bruxellois. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du Flat Earth Society Orchestra que vous avez entendu tout à l'heure ou de la bande dessinée de Coco Pello, La Tour de Babel, dont vous avez vu quelques images? Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent, William? Oui, absolument. Donc, pour commencer avec Coco, j'ai vraiment bien aimé le caractère dans le BD, dans les dessins. J'ai toujours aimé aussi de dessiner. Et je trouve que tu peux beaucoup raconter par une image. Et quand j'ai vu les brefs, screenshots, les planches, c'était quand même chouette de voir ce que tu as réussi à faire et aussi tout ton processus derrière pour faire la recherche. C'est vraiment une dédication comme artiste de faire, parce que tu racontes une histoire et je trouve que c'est très chouette. Et pour Peter, même chose. Premièrement, 25 ans avec un band. Congratulations. Je vois beaucoup de bands autour de moi qui ne survivent pas même 1 ou 2 ans. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de turnover, donc vraiment cool. Et aussi le côté expérimental jazz. Et, est-ce que tu as travaillé avec David Bowie aussi? Non, David Bowie. David Bowie, ok. J'avais entendu David Bowie. Oui, tout à fait. J'étais là, wow. Non, ça serait vraiment génial. Ouais, donc c'est David Bowie qui est donc dans le projet. David Bowie, presque. Close enough. Allez, on va écouter un extrait d'un titre de Kids of the Elephant et on se retrouve juste après. Gravity's gone, but no one's getting away. No one takes it down. She's stealing all the press. Live a life good, but you see her face, some faces say, now who's that? Reason goes about to try to figure out. She must be bad, cause the bleeding lips say twice. I am the danger on your scene. No set of moves are our thing. And the beauty of it all will be the one who's in control. I'm the danger on your scene. You've got the light, I've got the bling, and I'm the beauty of it all. You'll be the one to think control. Right when face is empty bright, she blinks back with an eye.
blues or I will sing, and then the beauty of it all will be the one who's in control. And the danger you'll see, you've got the light. Allez, on va commencer par demander son avis à Peter Vandenberg. Il y a, alors c'est pas la même musique que Flatter Society, c'est plus pop, mais vous reconnaissez le groove par exemple? Ah oui, mais c'est génial, hein, ça groove à mort. Quoi. Alors là, ça ne manque pas, hein, le groove et l'envie de bouger, tout ça. Et pour moi, ce que j'entends aussi, c'est très bien fait, production, son, tout ça, mix. Ouais, c'est enregistré où? Merci. C'est enregistré où, William, ce titre? Donc ici à Bruxelles, il y a Studio 6 où on a enregistré la basse et la batterie. Et après, le reste, on a enregistré chez moi, là où on a shooté aussi le music video. Et après, le mixing a été fait par Romain Bonnen et le mastering par Gerboa Masterings. Ouais, Et alors, je vais demander son avis à Coco Pello sur l'aspect visuel de ce qu'il vient de voir. Est-ce que ce clip vous amuse, vous qui venez du cinéma et qui êtes maintenant dans la bande dessinée? Oui, parce qu'il y a un seul et même cadre, t'as pas besoin d'en faire beaucoup plus, et puis t'as les personnages qui apparaissent comme ça avec un montage très rapide. Moi j'aime beaucoup. Et alors, est-ce que c'est une musique qui irait sur un film ancien? Pas sûr. Par contre, c'est clairement une musique que je pourrais mettre dans mes oreilles le matin en me réveillant pour me donner un petit peu d'énergie. Ouais. Donc je vais d'abord t'écouter toi, et ensuite je vais passer à Peter pour l'après-midi. En fait, l'image, c'est un peu bande dessinée, non? Ouais, t'as Comme l'impression que c'est une case où t'as ça, les gens ouais, qui évoluent voilà. à l'intérieur. Donc Oui, avec les couleurs et tout. très chouette. Ouais. Ça existe depuis combien de temps, Kids of the Elephant, William? Donc, je dirais plutôt 2 ans et demi, quelque chose. Notre premier concert, c'était à Brussels-Brost, le festival 2021. Et donc, en fait, c'était mon manager qui a découvert mes démos et il m'a dit, parce que c'est lui aussi qui organisait le festival Brussels-Brost, il avait une demi-heure d'intervalle sur le main stage. Et il dit, si tu trouves un band, tu peux jouer là. Mais c'est 3 semaines avant le festival. Ah oui. Et j'ai dit, OK. Full force. Et donc voilà, c'est comme ça que Kids of the Elephant a pris sa forme. Ouais. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc il y a un premier album ou mini-album qui est paru. Quelle est la suite? Donc là, on a évidemment notre premier EP et on a déjà pas mal de morceaux qui sont sur le waiting list pour notre deuxième EP, peut-être album, on ne sait pas encore exactement. Et là, cet été, on a notre premier vrai grand festival qu'on va faire, c'est Suikerrock. On fait aussi Gentse Feesten, les fêtes de Gand. Ah oui, nous aussi, en fait. Ah, ok, ben on se voit. On se voit. Voilà. Et donc voilà, c'est chouette de voir comment ça avance, comment il y a quand même l'intérêt pour ce style de musique qui est le funk pop, qui n'est pas très très populaire en Belgique. Et donc voilà, il y a beaucoup sur le plancher et maintenant c'est à nous d'exécuter. Ouais. Vous avez le sentiment que c'est pas populaire en Belgique? C'est comme le genre de morceau qui pourrait bien passer en radio, non? Oui, c'est vrai, mais si tu vois la scène belge, enfin surtout en Flandre, c'est plutôt rock ou très pop ou hip-hop. Et des styles de musique comme nous, comme un peu dans le style Daft Punk ou Parcels, il n'y a pas vraiment. Et c'est aussi le feedback qu'on a reçu quand on a envoyé nos démos à des labels ou des radios. C'est cool, mais on ne sait pas vraiment où le mettre. Ouais, on ne connaît pas vraiment d'endroit où on peut vous présenter. Donc c'est comme ça que j'ai quand même découvert que c'était pas très populaire en Belgique, mais peut-être ça va changer lentement. Ouais. Peter Vandenberg, c'est important cette question de l'étiquette qu'on met sur une musique, de pouvoir dire ça c'est du jazz, ça c'est du funk, ça c'est du funk pop. Est-ce que ça facilite les relations avec les organisateurs de concerts, les festivals? On sait à quelle famille on appartient et quand on est un petit peu à cheval entre deux familles, c'est plus compliqué? Bah, malheureusement, c'est le cas, oui, parce que les musiciens n'ont pas besoin de ces labels, des étiquettes pour savoir c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Mais oui, pour la presse, les médias, les organisateurs, ils trouvent ça très important de pouvoir dire à un public c'est ça et pas autre chose pendant qu'il y a plein de musique qui tombe entre plusieurs chaises. Et parfois c'est un peu, comment est-ce qu'on dit, étouffant.
cet aspect de devoir être dans un certain style, parce qu'aussi, parfois, des artistes sont obligés de faire justement ça, parce qu'ils se disent « Ah oui, on veut que ça passe, que ça se fasse ». Et alors, ils sont presque obligés je ne trouve pas le mot, mais de faire ça dans ce style-là. Même question pour vous, Coco Pello. Il y a la bande dessinée, il y a le roman graphique, il y a l'enquête. Est-ce que vous devez vous justifier? Alors, vous avez rencontré le succès, donc ça va. Mais est-ce qu'au moment au lancement, vous avez dû vous justifier, dire dans quelle case vous êtes? Ouais, il y a toujours une case où on nous met, c'est comme la musique, comme dans tous les arts, on est obligé de définir en fait notre travail de telle ou telle manière. Moi pour l'instant, j'ai pas de problème avec cette étiquette-là, mais c'est vrai que j'ai peur d'être à force aussi dans mon métier, être enfermé dans une étiquette, donc il ne faut pas que je fasse trop de reportages politiques et peut-être que je vais commencer à préparer aussi quelques fictions. Et pour toi, l'étiquette, c'est quoi en fait? L'étiquette qu'on te colle dessus Bande dessinée, journalisme, reporter. Moi j'aime bien le côté embarqué parce que je donne vraiment des impressions par rapport à un journaliste qui va donner un fait. Moi je vais donner une impression. Ouais. Tu as un mec hyper grand, tu vas le faire de 5 mètres de haut. Tu as une pièce très petite, donc tu vas la faire 3 fois plus petite que ce qu'elle est. Et on rend vraiment des impressions pour le lecteur, quoi. Voilà. Vous pourriez faire de la bande dessinée de fiction, Coco Pello? Ouais, et je pense que j'aimerais bien. En tout cas, j'ai été nourri de culture cinématographique. Et donc, peut-être qu'un jour, je raconterai une histoire dans le milieu du cinéma ou d'autres choses comme ça. Ouais. Vous n'avez pas envie de suivre Flight Earth Society Orchestra ou Kid of the Elephant en tournée? Ça pourrait être un bon sujet ou pas? Ça pourrait être un bon sujet, ça pourrait être très marrant. Enfin, j'imagine que les tournées, c'est des moments très sympas pour vous. Ouais, justement, on a une belle tournée qui arrive là, en novembre. On fait la tournée des États-Unis. Ah, sympa. Et justement, il y a les élections. Le 5, c'est les élections. À ce moment-là, on joue au Canada, mais le lendemain, on repart à New York et on fait un concert là. Alors, ça va être un bon moment pour, si tu veux nous suivre, de venir. Dans un bus et tout Ça sera plutôt avion, je crois. La distance, et on essaye de faire le train le maximum possible. Ouais. Allez, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Kid of the Elephant. Cette fois-ci, c'est en concert. Your voice didn't seem to be such a bad choice. To let myself get rid in this new sound. I wasn't really looking until I found what I need. All I need is such a serendipity. All I see is the thing that happened right in me tonight. Here I am, trying to make some sense of what I tasted when the story I've been told ain't not a good one. 'Cause I just burned my tongue on a good song coming from your voice. Accidentally caught in my choice. Let myself get ripped in this new sound. Wasn't really looking until I found what I need. All I need is such a serendipity in life. All I see is the thing that happened right in me tonight. All I need is such a serendipity in life. Alors William, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Le titre du morceau? Serendipity, c'était notre premier single qu'on a sorti. Ouais. Et on est dans un endroit un peu particulier à Bruxelles, c'est le Bruxelles Beer Project qu'on a reconnu, exact? Ouais, correct. Ouais. Vous connaissez cet endroit, Peter Vandenberg, ou pas du tout? C'est la rue d'Ansart, non? Oui. Oui, je vois où c'est, oui. Je n'ai jamais été, mais je vois où c'est. Alors je voudrais vous interroger sur vos noms aux uns et aux autres. Coco Pello, c'est évidemment un nom de scène. D'où est-ce que ça vient? Votre vrai prénom, c'est Antoine. Hein, c'est en passant du cinéma à la bande dessinée que vous avez un petit peu changé de patronyme? Ouais, c'est ça. En fait, quand j'étais petit, je lisais beaucoup d'histoires de Donald. Et dans un de ses albums, Donald se fait appeler par un esprit indien qui s'appelle Cocopelli. Il se met à faire n'importe quoi. Et le dicton de Cocopelli, c'est ne jamais prendre la vie trop au sérieux. J'avais pris en pseudo MSN Messenger quand j'étais au collège. J'avais changé en Cocopello d'une lettre pour se l'approprier. Oui.
Et quand j'ai commencé mes activités en politique, vu que je travaillais à côté dans le cinéma, j'avais peur que les deux métiers s'interfèrent, etc. Et pour protéger un peu mon métier à côté, je me suis dit, je vais dessiner sous l'étiquette Cocopello. Et depuis, j'ai gardé ça. Et en fait, je trouve ça très drôle d'avoir ce dicton-là, prendre pas tout ce qu'on voit, tout le cirque politique, pas trop au sérieux et faire un pas de côté. Voilà. Alors, Kids of the Elephant, ça vient d'où? En fait, un peu plus ou moins la même chose. Donc, Kids, c'est vraiment cet aspect de ne pas perdre la joie de vivre ou pas perdre l'enfant en soi pendant qu'on devient adulte. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup de gens autour de moi et surtout les générations précédentes qui se soumettent vraiment à la vie. Et c'est un peu cette révolte contre faire ce que les autres attendent de toi et ce que la société attend de toi. Maintenant, il faut rester collectif parfois, mais aussi pas perdre ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Et je trouve que Kids, un enfant est vraiment plus honnête avec soi-même qu'un adulte. Et les éléphants alors? Et les éléphants, ouais, honnêtement, ça change chaque fois que quelqu'un me demande cette question. J'ai notre histoire. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi que ce morceau de Tame Impala, Elephant, c'est un de mes morceaux favoris. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera ça. Et alors, la Société de la Terre plate, Flat Earth Society Orchestra. Est-ce que tu es un Flat Earther? Flat Earth Society. Le truc, c'est la Terre est plate, mais le monde est rond. On est quand même conscient que le fait que le monde est rond. Et c'est marrant parce que quand on fait des tournées aux États-Unis, on a déjà eu l'expérience où tout d'un coup, il y a des gens à l'aéroport ou quoi. So you really think the Earth is flat? Alors, ils sont tous dans cette idée qu'on croit ça, qu'on est croyant du Flat Earth Society. Parce qu'en effet, il y a une organisation qui s'appelle comme ça, officielle, qui faut dit faire attention, hein, si on cherche sur Internet, il ne faut pas se tromper. Oui, c'est ça. Et justement, on a déjà eu des réactions très négatives par Facebook ou quoi, en disant vous êtes vraiment stupide, vous êtes con, c'est des trucs comme ça. Mais ça a commencé par un truc humoristique mais là aussi, il n'y a plus beaucoup d'espace pour l'humour, en fait, et pour les gens qui voient ça que « Ah oui, c'est marrant, non, c'est comme ça, ils sont vraiment cons, ces zouaves-là, quoi. » Donc le second degré a du mal à passer. Oui, tout à fait. Cocopello, c'est difficile parfois le second degré? Vous avez le sentiment qu'il a du mal à passer chez vous, dans votre travail ou pas? Généralement, ça va en bande dessinée. En tout cas, je n'ai pas trop eu de soucis de mon côté. Mais c'est vrai qu'on sent qu'en tout cas, au niveau de la France, la société est de plus en plus polarisée entre deux pôles qui ne se parlent de moins en moins. On a vu ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, avec les Flat Earthers, etc. Et là, j'ai peur que ça arrive aussi en France aujourd'hui au niveau politique. Donc, il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et je pense que c'est bien de tirer un peu les gens hors de ça en disant non, faites un pas de côté et regardez le cirque. Ne vous en laissez pas enfermer dans des bulles. Et ça, c'est important. Oui, voilà, tout à fait. Vous avez de la distance avec la société d'aujourd'hui, William, Peter aussi? Pardon? Vous avez de la distance avec la société, vous mettez un petit peu d'humour, un peu de distance, ce que vient d'expliquer Cocopello? Si j'arrive à prendre la distance de la société, c'est ça la question? Oui. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne vais pas d'accord ou que je trouve qui ne sont pas... un peu exagéré ou quelque chose, mais je pense que quand tu vis dans une société, tu crées une sorte de shield autour de toi et tu choisis ce que tu laisses rentrer, ce que tu ignores, just for the sake of peace. Oui. Donc voilà. Peter, même question. Est-ce que le monde est plus agréable aujourd'hui qu'hier? Est-ce que quand on a fondé ce groupe il y a 25 ans, le monde était plus facile ou pas? Oui, tout à fait. Oui, je crois que c'était plus simple. Tout est devenu plus rigide, plus complexe, plus difficile à faire passer. Mais je crois que c'est bien pour nous, nous trois, ce qu'on fait, qu'on a cette possibilité de créer une perspective ou de voir les choses d'un différent angle. Parce qu'il y a tellement de polarisation dans tout. Et dans ce qu'on fait, on peut justement, il ne faut pas nier la réalité, mais on peut donner d'autres perspectives. Et
un truc là-dedans, c'est l'humour, mais aussi toutes les différences. Le groove, c'est important, quoi. Ça donne envie de bouger, alors c'est l'expression. Et puis l'image aussi, les couleurs, la tour de Babel, ça me dit beaucoup. Parce que, en fait, un autre projet que j'ai, le truc avant, c'était très fort inspiré sur la tour de Babel aussi. Et tout ce truc de confusion de langue, mais en même temps, on se comprend. Oui, et c'est comme tu disais tantôt, il y a des grands réunions, et de quoi est-ce qu'ils parlent en vrai, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Oui. C'est tellement basique, mais important humainement. Et c'est des trucs qui reviennent toujours, même si on a des idées très opposées. On va quand même manger et boire à la fin. Voilà. Ce sera le banquet d'Astérix pour terminer. On va vous remercier tous les trois. Donc Coco Pello, La Tour de Babel, c'est paru aux éditions d'Argo. Le Seuil, c'est vraiment une BD à recommander pour ceux qui veulent comprendre comment l'Union européenne fonctionne. On a peut-être besoin de comprendre, d'ailleurs, justement, en ce moment. On a compris que les Kids of Elephant seraient à voir dans le courant de l'été, qu'ils seront notamment du côté des fêtes de Gand pour les voir en concert. Et il y a As a Friend qui est paru. Et puis pour le Flat Earth Society, Peter Vandenberg, il y a donc ce concert le 7 juillet au Bruxelles. Et puis il y a l'album The One. On va écouter Joy, la slameuse qui est de retour dans cette émission et qui va nous lire un texte qu'elle n'a encore jamais interprété. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous sommes des enfants de la mondialisation. Enfants des fuies, la misère qui arrive en nombre pour se cogner au plafond de verre d'un puits sans fond. Enfants de ceux venus colorer leur pays d'adoption, de leurs accents nostalgiques et de la sueur de leurs ambitions. Enfants dont on peut se permettre de toucher les cheveux sans demander la permission. Enfants dont on peut se passer d'écouter les rêves qui périront chez la conseillère d'orientation. Les complexes de nos darons et leurs traumas sur les talons. Enfants toujours de trop dans la pièce, tentant de se donner une contenance. Enfants des contrôles aux faciès qu'on peut faucher sans conséquence. Non. Nous ne sommes pas de jolies publicités métissées. Où sont le manque et la rage sur nos papiers d'identité? Je ne suis pas un enfant du monde, je suis un enfant de la mondialisation. Enfant des guerres et de la colonisation, du libéralisme et des campagnes d'évangélisation. Petite fille des premiers nègres dans les universités aux diplômes reconnus. Petite fille de mère belge, elle-même née de père inconnu, de celles qui ont eu le choix entre couture et cuisine. Arrière-petite fille d'un Italien mort, brûlé vif dans une usine de Charleroi. Les cicatrices de nos parents, de nos ancêtres, cartographient dans nos chairs les routes de la domination et du patriarcat, l'histoire de nos nations ingrates. Toujours le même schéma. Autour de soi, asservir les plus faibles, puis s'en aller conquérir la terre entière en beuglant des hymnes guerrières, convertir les croyances, piller les richesses, imposer son système, semer la mort pour des ressources minières, exploiter la misère, se bâtir quelques forteresses de privilèges, en refuser l'accès ou ne l'accorder qu'à regret. Regardez les pauvres se bagarrer pour les miettes, regardez les mers et les déserts se transformer en cimetières, s'enfoncer dans ces mensonges, ces certitudes, les propager du nord au sud. Pendant que le monde brûle, entre inondations et canicules, on n'avance pas, non, on recule. Ce n'est pas de la haine de l'autre. C'est une fuite pour ne pas reconnaître ses propres fautes, une terrible incapacité à se réécrire, à se réinventer. Non, nous ne sommes pas les enfants du monde, nous sommes les enfants de leur mondialisation, celle qu'ils ont créée, imposée de force à toutes les nations. Nous sommes les résidus indésirables de leur civilisation malade. Moi, je n'ai pas de drapeau, ou plutôt j'en ai plein. Je n'ai pas de couleur de peau, je n'ai qu'un chemin. Pour notre destin commun, une seule profonde et intime conviction.
si nous voulons tous voir venir demain, mettre enfin au pouvoir l'amour et l'imagination. Les enfants de la mondialisation, c'est donc un texte signé Joy qui est en Belgique pour l'instant. Vous pourrez notamment la voir le 27 juin au festival Congolisation au KVS. Ce sera pour le spectacle Rudia. Et puis Joy qui animera aussi des ateliers slam du 15 au 19 juin. Ça se passe à la Maison qui chante. Il y a encore des places et vous pouvez vous inscrire ou demander des renseignements à Atelier Slam de Joy @gmail.com. Atelier, il y a un S, c'est le pluriel, et slam, ça fait aussi un S, ça fait donc 2 S qui suivent. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous et à très bientôt.